Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Mon invité du jour est passionné par les états de conscience. Il est coach, il est thérapeute, il est fondateur de l'Arche et il est co-créateur de la plateforme Psychonautes. Il s'agit de Kevin Finel. Avec Kevin, aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose, mais plus précisément d'auto-hypnose. J'ai sollicité Kevin pour justement nous parler de cette pratique qu'est l'auto-hypnose et qu'on peut explorer chez soi au quotidien sans forcément passer par un thérapeute. C'est une pratique, l'auto-hypnose, qui nous permet d'explorer nos différents états de conscience. C'est une autre exploration de soi. Et c'est de ça dont va nous parler Kevin aujourd'hui. La plateforme Psychonautes est une application qu'on peut télécharger sur téléphone et qui permet de pratiquer l'auto-hypnose chez soi quand on le souhaite et au rythme qui nous plaît et qui nous convient. Et d'ailleurs, au moment où sort cet épisode de podcast que nous avons enregistré il y a quelques semaines avec Kevin, la thématique sur le sommeil est en train d'être diffusée justement sur l'application Psychonautes. C'est un thème très riche avec de nombreuses séances qui, j'en suis sûre, pourra vous aider à cheminer vers un meilleur sommeil et à explorer cette part d'inconscient qui peut-être aujourd'hui vous empêche de bien dormir. À la fin du podcast, nous évoquerons aussi la fameuse Dream Machine qui sera bientôt commercialisée. Mais je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode. Bonjour Kevin. Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Très plaisir de partager ce moment avec vous. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'hypnose. Kevin, vous êtes praticien en hypnose, mais vous avez aussi créé la plateforme Psychonautes avec Bruno. Et là, c'est de l'auto-hypnose pour le coup. J'aimerais bien qu'on puisse évoquer tout ça dans ce podcast aujourd'hui et que vous puissiez nous dire un petit peu comment, lorsqu'on pratique l'hypnose, ça peut nous aider vis-à-vis des troubles du sommeil et pourquoi, lorsqu'on souffre de troubles du sommeil, on va trouver plein de ressources dans l'hypnose. Finalement, ça peut se voir dans les deux sens. Mais peut-être dans un premier temps, je vous propose de vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore. C'est toujours délicat cet exercice-là. Je suis quelqu'un qui est passionné par la question des états de conscience. Ce qui m'a amené à m'intéresser à l'hypnose, qui est sans doute la plus belle clé pour accéder à nos états de conscience dans le monde occidental. Ce qui m'a amené donc à devenir praticien en hypnose, plutôt du côté thérapie, mais aussi du côté coaching. Je travaille avec pas mal de sportifs notamment. Assez rapidement, j'ai créé une école qui est devenue la principale école aujourd'hui où on enseigne l'hypnose d'accompagnement en France et même en Europe. C'est une école et aussi un centre de recherche où on travaille vraiment sur toute l'exploration de la question des états de conscience. Et un peu plus récemment, en effet, l'application Psychonautes, parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'auto-hypnose, c'est une manière d'être autonome avec l'hypnose, et je trouve que c'est une chose qui est assez importante, d'apprendre à se conduire, d'apprendre à explorer par soi-même ces mondes oniriques, ces mondes inconscients, et ça m'a toujours tenu à cœur de mettre ces outils à disposition. Donc c'est une mission aussi que je me suis donné de pouvoir mettre ces outils à disposition. Et via cette application, c'est quelque chose qu'on essaie de faire en effet avec Bruno Suras, avec qui on a créé cette application. Alors déjà, peut-être qu'on peut parler de l'hypnose avant de parler de l'auto-hypnose. Et puis Oui. là, vous évoquiez donc les états de conscience. C'est quoi un état de conscience et c'est quoi l'hypnose? Vraiment, partons du principe qu'on découvre ce terme-là, l'hypnose. On découvre presque ce terme-là, qu'on a peut-être vaguement entendu parler de l'hypnose, mais peut-être au travers d'un angle qui ne représente pas forcément l'hypnose en tant que thérapie, c'est-à-dire l'hypnose des plateaux télé. Et pour beaucoup de personnes, l'hypnose, c'est ça. Et moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez en d'autres termes et puis nous dire ce que c'est que ces fameux états de conscience. Alors, on va même commencer par là, parce que je pense qu'on pourrait presque mettre de côté le mot hypnose. Il souffre de tellement de préjugés, de tellement d'incompréhension, que parfois, quand on dit ce mot, les gens ne savent pas très bien de quoi on parle. Mais si on parle d'état de conscience, souvent, c'est un peu plus clair. Là, l'idée, c'est que dans la vie de tous les jours, que ce soit vous, que ce soit moi, les gens qui nous écoutent, on a un état d'être, une façon de fonctionner, un état de ressenti aussi, qui est à peu près stable. Cette stabilité nous amène à être nous-mêmes, en fait.
Et d'un jour à l'autre, on va se ressembler un peu dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on perçoit. Mais parfois, on a envie de sortir de ça. On a envie de sortir un petit peu de ce cadre qu'on se met dans la vie de tous les jours. Euh, et au fond, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va chercher une expérience artistique, à chaque fois qu'on fait la fête. On veut sortir de notre état de conscience ordinaire. Si par exemple les gens se mettent à boire un petit peu de vin, d'alcool, etc. quand ils font la fête, c'est parce que ça crée un état de conscience modifié. Si on aime bien aller au cinéma, si on aime bien lire un livre, c'est parce que tout d'un coup, ça va nous permettre de nous évader de notre monde ordinaire. Et tout d'un coup, on va vivre quelque chose qui nous est inhabituel. Si tout d'un coup, je rentre dans un livre, je suis absorbé par un livre, eh bien, je quitte mon identité habituelle temporairement, je quitte le monde, je quitte la temporalité dans laquelle je suis, et je vis une expérience qui m'est proposée par un auteur. Et ben ça m'amène dans un état de conscience un peu non ordinaire. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain adore depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Tout ce qui modifie son état de conscience, souvent, est vu comme étant précieux et très, très important. Et c'est pour ça qu'on aime les expériences donc de musique, de peinture, de littérature, de théâtre, de cinéma. Et en fait, au fond, si on regarde même la plupart des civilisations, je dirais quasiment toutes les civilisations, il y a même une dimension sacrée à la question des états de conscience modifiés. Faire de la méditation, vivre une expérience chamanique, vivre une expérience qui est zen, ou en fait, quelles que soient les traditions, ce sont des moyens de modifier l'état de conscience. Et à chaque fois, c'est vu comme une expérience très importante dans la vie et dans la construction d'un individu. Sauf que dans notre monde occidental, on a un peu oublié ça. On a un peu oublié que l'exploration des états de conscience était une chose très importante. Et il nous reste le divertissement pour ça. Il nous reste des expériences, quelquefois, qui sont simplement des expériences festives. Mais pourtant, intuitivement, par exemple, dans toutes les formes d'accompagnement thérapeutique, on s'est rendu compte que c'était important, cette question des états de conscience. Du coup, si on revient à la question qu'est-ce que l'hypnose, eh bien, c'est l'art d'amener des gens dans d'autres états de conscience. Et de le faire non pas avec des produits, de l'alcool ou des choses comme ça, de le faire avec des mots, de le faire avec l'imagination. Et un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui est une sorte de guide des états de conscience. Oui, c'est très clair, effectivement, parce que du coup, on a l'impression, en tout cas nous, dans notre culture, comme vous l'indiquiez à l'instant, que finalement, on vient subir les modifications d'état de conscience, ou en tout cas qu'on est obligé de faire quelque chose, comme par exemple aller au cinéma ou faire quelque chose, et que l'impact que ça a sur nous, c'est que ça va modifier nos états de conscience, mais qu'on ne peut pas forcément le faire soi-même. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on suit une thérapie en hypnose, bien, on est quand même un peu accompagné, mais en tout cas, on peut apprendre à changer nos états de conscience nous-mêmes, petit à Tout à petit. fait. Et du coup, j'imagine que si on bascule sur l'auto-hypnose, c'est la grande question, c'est comment on fait pour changer nous-mêmes nos états de conscience. Et l'auto-hypnose, c'est ça, c'est d'être capable de le faire soi-même. Est-ce que c'est un apprentissage qui peut être pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a accès à cette modification d'état de conscience volontaire? Alors oui, alors de manière générale, on a tous accès aux états de conscience, et sauf certaines pathologies psychiatriques très particulières, mais toute la population a accès aux états de conscience. Il y a des mythes sur l'hypnose, notamment l'idée qu'on serait plus ou moins hypnotisable. En fait, c'est un mythe. On est tous hypnotisables. En gros, il y a 90% des gens pour qui c'est quelque chose d'assez simple. Il y a 10% des gens pour qui ça va demander un petit peu d'apprentissage. Chez ces 10%, on trouve notamment des gens qui ont vécu certains traumatismes et qui ont des difficultés au lâcher prise, qui ont des besoins d'hyper-contrôle, des choses comme ça. Donc pour eux, ça demande un peu d'apprentissage, mais ça reste très accessible. Ça demande juste quelqu'un qui sait nous aider à dépasser les petites barrières qu'on peut se mettre dans certains cas. Donc tout le monde a accès à l'hypnose, mais pendant longtemps, on pensait qu'il fallait quelqu'un pour nous hypnotiser. On pensait qu'il fallait un guide. Mais c'est peut-être aussi un peu limitant de le penser comme ça. Alors je pense que c'est bien d'être accompagné, notamment quand on travaille sur de la thérapie lourde. Par exemple, si on travaille sur un traumatisme, évidemment, il faut quelqu'un qui est formé à ça. C'est même important, sinon on pourrait ne pas faire des choses qui sont positives pour nous. Mais ça, c'est une toute petite fraction de ce qu'on fait avec l'hypnose. Avec l'hypnose, on peut faire tellement de choses, énormément de choses qui demandent aucune compétence thérapeutique particulière parce que ça va bien au-delà de la thérapie. Par exemple, explorer ses fonctionnements, explorer ses capacités, améliorer certaines de ses capacités, travailler sur ses perceptions, explorer son imagination. Tout ça, ce sont des activités que n'importe qui peut faire et qui ouvrent plein de portes assez incroyables, assez étonnantes à l'intérieur de nous-mêmes. Tout simplement, on s'aperçoit quand on apprend à faire ça que notre imagination, on peut apprendre à guider notre imagination, on peut apprendre à surfer sur notre imagination et qu'à partir de là, c'est vraiment tout un monde onirique qui s'ouvre à nous. Et du coup, c'est pour ça que vous avez mis en place la plateforme Psychonautes pour qu'on puisse découvrir un petit peu tout ça. Donc, sur la plateforme Psychonautes, c'est donc de l'auto-hypnose, mais finalement, c'est quand même
on est quand même guidé finalement. Il y a plusieurs modules, plusieurs thématiques. Et en fonction de ce qu'on choisit, il y a plusieurs séances à l'intérieur de chaque module. Donc, soit vous, soit Bruno, soit parfois tous les deux, selon les thématiques. Il y a quand même votre voix. En fait, c'est un petit peu comme si on était en thérapie, enfin en tout cas avec un thérapeute, pour pouvoir apprendre à faire ce chemin-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un espèce de super compromis. Ouais, on a voulu créer un entre-deux en fait, parce que on s'est aperçu quelque chose quand on expliquait simplement des méthodes d'auto-hypnose aux gens. Ils pouvaient les comprendre intellectuellement, mais pratiquer, c'est pas toujours simple. C'est un peu comme la méditation, hein. C'est simple sur le papier, mais pratiquer la méditation, c'est quand même pas toujours très simple, hein. Et une méditation pour avoir envie d'être guidé. Et du coup, de la même façon, c'est dit pour l'auto-hypnose, on va expliquer aux gens comment ça fonctionne. Il y a vraiment des cours avec des explications, avec du contenu, pour ceux qui veulent en tout cas comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, on va créer des accompagnements qui sont pas tout à fait les mêmes accompagnements qu'on aurait dans une séance. Dans une séance, on aura un accompagnement qui serait plus précis, plus sur mesure, qui nous amènerait vraiment dans des directions quelquefois très cadrées. Et là, on est plutôt sur des accompagnements qui laissent quand même pas mal de liberté aux gens, qui font que chacun les adapte un petit peu comme il veut. Il y a une trame générale, mais dans laquelle on garde une certaine liberté. Et on est vraiment en co-création avec les personnes. Donc, on va donner une orientation, puis on va demander aux gens de se diriger aussi dans cette orientation. Et puis l'idée, c'est qu'évidemment, quelqu'un qui a vécu une expérience guidée et à qui on a expliqué ce qui s'est passé, il peut aussi le refaire par lui-même après s'il le souhaite. Donc on peut comme ça conduire dans des étapes vers l'autonomie. Je vais prendre un exemple, hein, sur la plateforme. On pourra apprendre, par exemple, il y a plein de cours différents, mais on pourra apprendre à faire de l'écriture automatique. Donc par exemple, à se poser une question puis à laisser sa main écrire une réponse inconsciente. Bon, bah, la première fois, c'est quand même très pratique d'être guidé pour ça. Comme ça, on est juste dans l'émerveillement, on découvre une expérience qui est assez folle. Notre main écrit toute seule. Mais une fois qu'on l'a fait 3-4 fois, en étant guidé, bah souvent on s'aperçoit qu'on peut continuer à le faire sans être guidé, juste en revivant l'expérience par nous-mêmes. Et là, on devient autonome. Donc on peut vraiment avoir le choix de se libérer après de la voix ou de continuer si on a envie à être guidé. Et alors, quel est l'intérêt de tout ça? C'est peut-être une question bête, mais est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, dans la vie de tous les jours, quel est l'intérêt de travailler là-dessus? Si ce n'est, bien sûr, j'ai bien compris, hein, l'aspect thérapeutique, lorsqu'il y a eu, par exemple, un gros traumatisme, vous l'évoquiez, mais l'intérêt dans la vie de tous les jours? Je dirais, je vais déjà faire une réponse un peu globale. Je trouve ça assez fou que dans notre éducation, on n'ait pas de temps pour explorer notre intériorité. On apprend plein de choses à l'école et dans nos familles et tout ça. Mais par exemple, il y a personne qui nous apprend comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la concentration, c'est quoi notre rapport au passé. En fait, il nous manque quand même tout un pan de notre éducation, qui est l'éducation à notre réalité subjective intérieure. Du coup, il y a plein d'enfants qui grandissent en ignorant complètement ça et qui se retrouvent à l'âge adulte avec des comportements qui vont, d'autres qui vont pas, une difficulté à changer, une difficulté à évoluer, une grande difficulté vis-à-vis de tous les enjeux émotionnels. Euh, et souvent une sorte d'impression presque défaitiste. Les gens disent j'ai une nature, je suis comme ça, et je peux pas trop bouger ça. Ce qui est fondamentalement faux. La partie nature entre guillemets de l'être humain est très largement surestimée, tandis que la partie flexible, c'est-à-dire comportementale, qui est liée à nos apprentissages et aux situations qu'on vit, elle est souvent très fortement sous-estimée. Et du coup, pourquoi faire de l'auto-hypnose? Ben, pour se réapproprier notre monde intérieur. Je vais prendre plusieurs exemples très différents pour voir un peu tout le panel. Déjà, si on parle des capacités, il y a plein de capacités qu'on peut faire grandir et qu'on peut se réapproprier. La concentration, par exemple, apprendre à se concentrer, travailler sur sa motivation, c'est aussi une capacité qu'on peut développer. La créativité, il y a plein de gens qui pensent ne pas être créatifs, alors qu'en fait on l'est tous. On a tous un potentiel créatif inconscient, mais souvent on ne sait pas on ne sait pas y accéder, on ne sait pas y faire appel à ce potentiel-là. Donc, première idée, c'est qu'il y a tout le développement des capacités. Ensuite, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a le côté un peu plus thérapeutique, travailler sur des notions comme l'estime de soi, la gestion du stress, des angoisses, travailler sur le fait de lâcher des choses qui nous encombrent dans notre vie, de faire le deuil de certaines choses. Ben, tout ça, c'est aussi des éléments pour lesquels on a besoin d'avoir du contenu, que quelqu'un nous guide, nous apprenne comment ça fonctionne. Oui, il y a plein de gens, par exemple, qui portent en eux des émotions qu'ils auraient dû lâcher, des colères rentrées, des frustrations. Ben, si on leur apprend pas qu'il y a des endroits où on peut décharger les émotions, ben, tout simplement, on finit par vivre avec des choses très encombrantes. Donc, il y a un premier aspect développement de capacité, deuxième aspect, l'aspect presque thérapeutique. Et puis, le troisième aspect, c'est l'aspect découverte de soi. Il y a plein de potentiels humains qu'on n'explore pas. Et ce ne sont pas des choses magiques, ce sont juste des choses qu'on ne connaît pas. J'évoquais l'écriture automatique, mais on peut aussi apprendre à faire des rêves lucides.
par exemple. C'est assez extraordinaire d'apprendre à faire des rêves lucides. On peut travailler sur des choses très oniriques, comme travailler sur ces animaux totems, qui sont des inspirations qu'on voit dans certaines cultures chamaniques. Donc ça, c'est plein de choses. Ça n'a pas une utilité en soi, même si en fait, ça en a quand même quelques-unes. Par exemple, faire de l'écriture automatique, c'est quand même une super façon de communiquer avec sa part inconsciente. Donc, on pourrait imaginer plein de vertus à ça. Apprendre à faire des rêves lucides, c'est explorer parfois plein de choses qui existent en nous. Donc, c'est aussi intéressant. Mais c'est aussi un accès à tout ce potentiel que la plupart des gens ignorent. Et pour moi, c'est un peu comme si on apprenait qu'à se servir de notre bras droit et qu'on oubliait notre bras gauche, quoi. C'est comme si on oubliait une partie de nous-mêmes si on n'a pas tout ça. Hmm. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que lorsqu'on démarre ce travail, il faut forcément démarrer avec un but particulier et par exemple se dire moi je veux réussir à faire ça, ou est-ce qu'il faut comme par exemple voilà l'écriture automatique, est-ce qu'il faut démarrer en disant c'est mon objectif et je vais faire ça, ou est-ce qu'il faut se laisser un petit peu transporter, faire de l'auto-hypnose pour se découvrir de façon générale et qu'ensuite son objectif pourra être atteint? Comment on pourrait vraiment aborder ça de façon optimale lorsqu'on démarre? Je pense que ce qui amène souvent les gens à l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est un désir de changement. Par exemple, on a fait il y a quelques mois tout un thème qu'on a ajouté sur la plateforme sur les compulsions, et ça a attiré énormément de monde, de gens qui avaient plein de petites compulsions et qui se disaient tiens, mais avec l'hypnose, sans doute qu'on peut travailler dessus. Donc voilà, je veux arrêter de boire du café, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de regarder des écrans le soir, enfin des trucs. Et mine de rien, c'est un moyen d'accès parce que pour les gens, c'est concret. Ils se disent tiens, je vais gagner quelque chose, je vais résoudre quelque chose. Donc ça se comprend, en fait. Et je pense que 90% des gens qui arrivent à l'auto-hypnose aujourd'hui, c'est avec ce genre de choses. Mais là où je vous rejoins, c'est que peut-être que c'est dommage. Peut-être que ça serait bien de se dire simplement qu'il y a des choses à explorer. Et évidemment on va parvenir aussi à des choses qui nous plaisent et qui nous font du bien. Mais je pense que par exemple, quand on part en voyage ou qu'on écoute de la musique, je prends ces deux exemples-là qui sont très différents, mais on se dit pas, je vais partir en voyage pour changer un truc dans ma vie. Je ressens un appel, je ressens une envie de voir autre chose, je ressens une envie de rencontrer une autre culture et je verrai ce que j'y trouve en fait. Pareil, si je vais à un concert, c'est pas pour me faire du bien. Bien sûr que ça va me faire du bien. Bien sûr qu'en revenant d'un concert, peut-être que le lendemain, je vais avoir une énorme intuition dans ma vie. Peut-être que ça va me donner des envies créatives. Peut-être que ça va me mais en fait, on y va déjà parce qu'on se dit j'ai besoin de vivre autre chose, j'ai besoin d'aller expérimenter, ressentir, éprouver des choses différentes. Et j'espère que de plus en plus, les gens vont arriver à l'auto-hypnose avec simplement une énorme curiosité d'eux-mêmes, en se disant je vais vivre une expérience et peut-être que j'en ferai aussi quelque chose. Donc j'espère qu'un jour on ira vers ça. Maintenant, notre société nous vend tellement de désir d'efficacité que pour l'instant, je comprends aussi que la plupart des gens arrivent avec un besoin de résoudre quelque chose. Alors du coup, ça nous permet de faire le lien direct avec la thématique du sommeil, que j'aimerais bien qu'on Oui. développe un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez là à une personne qui vous sollicite et qui vous dit, moi j'ai vraiment des grosses difficultés à dormir. Est-ce que l'auto-hypnose, c'est fait pour moi? Est-ce que je dois pratiquer tous les jours? Est-ce que je dois commencer justement par quelque chose de spécifique sur le sommeil, même si on a quand même commencé à répondre à cette question? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse selon la personne et sa problématique. Mais pour faire simple, alors déjà, la question est-ce que l'auto-hypnose peut aider? Oui, et de plusieurs façons. Ce qui est souvent assez connu, c'est les gens qui s'écoutent des longues séances d'hypnose pour s'endormir. Euh, Mmh. et ça marche plutôt bien. C'est une bonne idée, en fait, pourquoi pas. C'est vrai que l'hypnose peut aussi, dans certains cas, l'hypnose n'est pas que ça, mais elle peut aussi avoir ce côté où elle nous amène vers des états assez proches du sommeil et la bascule se fait assez bien vers le sommeil. Et ça, notamment, on se dit que c'est une bonne idée de faire ça, donc on le fait, mais ça serait dommage de faire que ça, parce qu'en fait, ça résout pas le vrai problème. Ce qui serait intéressant aussi, c'est deux choses. La première, ça serait d'apprendre des meilleurs comportements. On n'a jamais appris à s'endormir. Donc, tant que tout ça fonctionne bien, on se pose pas la question, mais le jour où on n'arrive pas à s'endormir, on s'aperçoit qu'on a des mauvais comportements d'endormissement. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir plein de pensées récurrentes le soir avant de dormir. Eh bien, au fond, c'est pas sur le sommeil qu'ils vont travailler, c'est déjà sur comment je me désencombre de toutes mes pensées récurrentes avant de pouvoir m'endormir. Quelqu'un qui est toujours dans l'anticipation de ce qui va se passer demain, pareil, ça lui crée du stress, ça lui crée de l'anxiété, donc il va pas s'endormir facilement. Pareil, on peut travailler sur ça. Donc en fait, on va aussi venir déraciner toutes les causes de l'insomnie, par exemple. Et puis c'est pas tout à fait d'insomnie, c'est des gens qui se réveillent avec des cauchemars la nuit ou qui ont du mal à se réendormir après un réveil nocturne, pareil. On va essayer de voir, parfois il y a des émotions derrière ça, donc on va travailler dessus. Sur le thème, sur le sommeil qu'on a travaillé, on a balayé
on a été voir des spécialistes du sommeil, on a regardé toutes les causes qui pouvaient exister, et on s'est dit, pour chacune de ces causes, on va proposer un ou plusieurs exercices, une ou plusieurs expériences d'hypnose, pour que les gens puissent se dire, ah mais voilà, moi mon problème il est là. Le résultat de mon problème c'est que j'ai une insomnie, mais la base de mon problème, c'est par exemple que j'ai trop d'activité physique et j'arrive pas à me détendre. Donc on va apprendre à se détendre, on va même voir qu'est-ce qui empêche inconsciemment la détente. Et je dirais qu'il y a une troisième chose aussi qu'on a voulu ajouter, c'est donner aussi aux gens des meilleures informations sur le sommeil. Euh, Par exemple, il y a plein de théories qui sont sorties, qui sont très intéressantes sur les chronotypes. Parce que les gens parfois ont des croyances assez basiques sur le sommeil. Par exemple, qu'il faudrait dormir 8 heures par jour, ce qui est absurde en fait, parce que c'est une moyenne nationale, mais ça ne présage pas de toutes les disparités qui sont dedans. Il y a des gens qui sont très très bien avec 6 heures de sommeil par jour, d'autres qui ont besoin de 9. Et quand il y a des gens qui se forcent à rester au lit parce qu'ils pensent qu'il leur manque du sommeil, ça pose problème. Mais ça va plus loin. C'est aussi une sacrée différence entre des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, des gens qui ont tendance à avoir du sommeil léger, d'autres qui ont tendance à avoir du sommeil profond. Donc, l'idée aussi, c'est d'explorer les différents chronotypes qui existent, sentir comment nous on fonctionne, comment chacun d'entre nous fonctionne, et à partir de là, ne pas chercher un sommeil qui diffère de son fonctionnement, en fait. Et du coup, on s'est aussi inspiré des théories assez modernes sur ça, qui permettent aux gens d'aller explorer comment ils fonctionnent et de s'adapter aussi à leur fonctionnement, d'écouter leur fonctionnement. Donc voilà, c'est un travail qui est assez global, ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent se dire simplement, là, en ce moment, ponctuellement, j'ai un problème pour m'endormir, donc je viens juste faire une petite expérience qui vient me réendormir, c'est très facile. J'ai un problème plus structurel, je viens travailler sur les causes. Je connais mal mon fonctionnement, je viens l'apprendre et je viens essayer de trouver des solutions qui correspondent à mon fonctionnement et pas au fonctionnement de quelqu'un d'autre. C'est super intéressant et effectivement, j'en parle régulièrement aussi des chronotypes sur le podcast parce que je pense que c'est essentiel de ne pas se comparer à son voisin, à son conjoint ou à ses parents d'ailleurs en se disant mes parents n'ont jamais dormi, c'est normal que moi je ne dorme pas. C'est vrai que c'est pas, même s'il y a des petits points qui sont qu'on hérite, mais c'est vrai que le sommeil c'est vraiment quelque chose de très individuel et puis surtout ce qui est très important c'est de se reconnecter systématiquement à nos sensations, à nos sensations de somnolence, à ce que notre corps a besoin. Et en ça, je trouve que tout ce que vous apportez sur l'auto-hypnose, là en l'occurrence, ça aide vraiment à mieux se connaître, même au-delà du thème du sommeil. Mais c'est vrai que dans le sommeil, je trouve qu'on est très, très déconnecté. On apprend jamais rien sur le sommeil. Et c'est vrai que je trouve ça absolument génial, le fait que dans tout ce que vous abordez là, il y a aussi de la connaissance. Parce que c'est vrai que depuis tout petit, et vous le disiez par rapport au fait de se connaître, en fait, on n'apprend rien sur le sommeil. On ne sait pas grand-chose sur le fait à part le fait qu'on passe un tiers de sa vie à dormir. Et pourtant, c'est quand même essentiel. Donc, c'est vrai que cette connaissance et cette reconnexion à nos signaux, je trouve que c'est essentiel. Et plus on apprend à le faire, et plus notre corps, il nous parle. Je trouverais ça... On apprend à écouter, oui. Oui, c'est ça. À écouter et puis aussi à écouter, c'est vrai, à repérer, à écouter et aussi à respecter. Et ça, je trouve que c'est pas forcément évident. Beaucoup de personnes disent moi j'ai un gros pic de somnolence à 22h, mais je me couche à minuit. Voilà, pourquoi? Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi de mettre l'accent là-dessus. Je trouve que ça pourrait être très intéressant, Kevin, que vous nous expliquiez un petit peu justement comment ça fonctionne dans notre cerveau au moment où on s'endort. Par exemple, vous nous disiez on n'a jamais appris à s'endormir. Est-ce qu'on peut évoquer, parce que moi j'aime bien vraiment comprendre comment ça marche assez précisément. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça marche au niveau des ondes cérébrales? Donc on sait qu'on a cet état d'éveil avec certaines ondes cérébrales et puis qu'ensuite les ondes cérébrales changent finalement pour basculer vers un état de calme, de somnolence, puis après l'endormissement, le sommeil profond. Et puis finalement, comment on peut aider notre cerveau à faire ce chemin-là? En fait, c'est une notion qu'on simplifie souvent un petit peu parce qu'elle est sinon assez complexe. On parle souvent des ondes cérébrales du cerveau. Il faut imaginer qu'en fait, il n'y a pas une onde cérébrale dans le cerveau. Il y a plusieurs ondes en permanence dans notre cerveau. Donc souvent, quand on dit je bascule en onde θ ou bêta et tout ça, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Et aujourd'hui, on sort un petit peu de cette simplification-là. Mais en même temps, cette simplification, elle permet de comprendre un petit peu ce qui se passe quand même. Elle permet au moins d'expliquer. Pour faire très simple, ce qu'on appelle la veille, c'est un rythme cérébral assez haut. Ensuite, on va souvent parler de ce qu'on appelle le sommeil léger, qui est une sorte de premier état. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on ferme les yeux, en fait, les ondes cérébrales changent. Le simple fait de fermer les yeux, eh bien, il y a déjà quelque chose qui vient réduire l'activité cérébrale. Donc ça, c'est déjà intéressant.
Et ensuite, il y a cette première phase de sommeil que la plupart des gens n'identifient pas comme étant du sommeil. Le sommeil léger, si on nous interrompt pendant un sommeil léger, on n'a pas l'impression qu'on dormait. En fait, on se rend pas compte. Et ça, c'est une des choses qu'on apprend à faire avec l'hypnose, c'est à le reconnaître, ce sommeil-là. Parce que si on n'a pas si on ne le reconnaît pas, on a l'impression parfois qu'on dort pas alors qu'on dort. Et ça donne, vous savez parfois des gens qui disent j'ai pas dormi de la nuit. Puis en fait, si, ils ont dormi. Sinon, de toute façon, ils seraient pas dans cet état-là. Ils ont eu un mauvais sommeil. Ils ont eu un sommeil qui leur semblait très conscient, mais ils étaient quand même dans une phase de sommeil léger. Et puis ensuite, alors il y a une deuxième phase de sommeil un peu plus profond. Ensuite, il y a ce qu'on appelle vraiment le sommeil profond. Alors, pour la petite anecdote, ça c'est intéressant. On s'aperçoit qu'avec l'hypnose, des simples séances d'hypnose très basiques, on augmente d'environ 30% le temps de sommeil profond des gens. Donc ça, c'est une donnée qui a été mesurée scientifiquement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est la phase de grande récupération, surtout. Et Donc, vous voulez dire les gens, la nuit qui suit une séance avec un thérapeute, on va venir, je crois que ou pas forcément? c'est même mesuré, je crois, sur du moyen terme, hein, sur ça, pas forcément sur une Ah, seule nuit. d'accord. Le fait Ok. de travailler en hypnose vient corriger les rythmes et va donner, enfin, en gros, il y a 4 phases de sommeil, hein. Il y a celle qu'on appelle la phase de sommeil profond, c'est la phase où on récupère beaucoup d'énergie. Je parlais du sommeil léger, parfois on la différencie même en 2 phases. Et puis il y a le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où on rêve, qui est un sommeil étrangement, bah, c'est pour ça qu'il est paradoxal, où on est presque réveillé au niveau de l'intensité cérébrale, au niveau des ondes. C'est quand même, ça ressemble pas à du sommeil, hein. Si on regarde les ondes cérébrales de quelqu'un qui rêve, ça ressemble à de la veille. Mais la phase de sommeil profond, c'est là qu'on récupère vraiment beaucoup d'énergie. Et souvent, au début de la nuit, ces phases de sommeil profond, elles viennent assez tardivement chez beaucoup de personnes. Et si on calcule le temps de sommeil profond d'une nuit, alors j'ai plus les statistiques exactes, mais c'est pas tant que ça. C'est peut-être, je dis ça un petit peu à la louche, hein, c'est peut-être 2-3 heures de sommeil profond dans une nuit. Et ça suffit déjà Oui, pour mais bien récupérer. même pas. Même pas, hein, oui, Même c'est pas, ça. hein. Souvent, pour la plupart des gens, c'est même moins. C'est Ouais. même beaucoup moins. On peut être sur 1 heure et demie. Ouais. Et du coup, il y a des études qui ont permis de mesurer que des gens qui avaient travaillé avec l'hypnose avaient vraiment un gain de temps de sommeil profond, donc un sommeil beaucoup plus optimisé au fond. Ce qui donne évidemment une sensation de réveil en meilleure forme quand on a fait pas mal de sommeil profond. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment nous aider. Donc là, c'est la phase un peu trou noir, hein, le sommeil profond. C'est la phase où quelqu'un qui fait 1 heure de sommeil profond peut avoir l'impression qu'il n'a même pas dormi si on le réveille juste après, où il n'a pas la notion du temps qui est passé et tout ça. Mm. C'est une phase assez profonde. Puis enfin vient le sommeil paradoxal qui est plus présent en fin de nuit qu'en début de nuit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on rêve beaucoup plus en fin de nuit. Au début de la nuit, le sommeil paradoxal, c'est par toute petite phase de temps en temps, puis après, ça devient un peu plus long et un peu plus fréquent. Et ce sommeil paradoxal, souvent, on s'en rappelle le matin par les songes qu'on peut avoir. Donc, l'hypnose, je vous disais, permet d'avoir un meilleur un sommeil profond plus complet, permet de faciliter la phase d'endormissement. Et c'est souvent celle-là qui pose problème parce que quand les gens ont du mal à s'endormir, ça finit par cogiter beaucoup. Du coup, ils ont une activité qui augmente. Du coup, ils n'aident pas leur cerveau à baisser leur activité. Souvent, même les gens finissent par avoir chaud, à se retourner, à se gratter, etc. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir une insomnie. Donc, on peut venir switcher ça vraiment avec l'hypnose. Et là, pareil, il y a des études qui ont montré que c'était au moins aussi efficace qu'un somnifère. Quand on compare hypnose somnifère, à chaque fois, c'est au moins aussi bien dans les différentes études qui ont permis de comparer ça. Pour le Donc temps là, vraiment sur la d'endormissement, du phase, coup. pour la phase d'endormissement, oui. D'accord. D'accord. Euh, et est-ce que vous conseillez de pratiquer l'hypnose, donc l'auto-hypnose, que ce soit avec l'application ou pas, juste avant le coucher pour justement avoir ces résultats-là, ou est-ce qu'on peut pratiquer dans la journée et puis malgré tout réussir à se sentir plus à l'aise sur les phases d'endormissement, alors soit le soir au coucher, soit pendant la nuit, puisque il y a beaucoup d'insomnie de milieu de nuit où Oui, les gens se réveillent et ont beaucoup de difficultés à se rendormir. Et tout là, à du fait. coup, c'est quoi? C'est une arme fatale, l'arme efficace contre les insomnies de Enfin, milieu de nuit. On sort psychonaute et puis tout de suite, ça ça rentre dans peut. l'ordre. En fait, on a prévu 2 choses. On a prévu des exercices un peu patch comme ça, où c'est situationnel. C'est par exemple, je me réveille au milieu de la nuit, j'ai du mal à me rendormir. Un petit exercice qui vient aider. Ces exercices un peu patch, ils travaillent pas sur le fond, ils travaillent juste sur s'aider dans une situation où on en a besoin. Ou, par exemple, j'ai un examen demain, du coup je cogite, je sais que je vais avoir du mal à dormir, je me mets l'exercice et je m'endors bien. Mais encore une fois, on vient pas travailler sur les causes. Si on veut travailler sur les causes, on n'est pas obligé de le faire au moment où ça arrive. On peut le faire quand on veut. On peut le faire le matin, l'après-midi, etc. C'est un vrai travail de fond qui n'a pas besoin d'être corrélé à l'endormissement. Je trouve même que c'est bien de le faire en dehors. Comme ça, on n'est pas en train de se dire, je veux une efficacité tout de suite. Je viens travailler sur des causes. Il y a des expériences pour faire ça. Je sens que ça travaille en moi. Parfois, ça pose des questions. Parfois, ça amène des émotions aussi parce que les causes, elles peuvent être liées à plein de choses. Et ça, c'est vraiment un travail qui nous permet d'améliorer dans la durée, en fait, notre façon de dormir.
Donc, c'est peut-être moins immédiat, ce travail-là, mais dans la durée, c'est ça qui fait une vraie différence. Puis, il y a une troisième chose sur laquelle on travaille en hypnose et qu'on a voulu mettre sur la plateforme. Et ça, c'est un truc assez original. C'est aider les gens, il y a plusieurs exercices pour ça, à se créer un chemin d'endormissement. C'est-à-dire, on avait même fait un défi à un moment donné, qui était de dire aux gens, on va se créer des concours d'endormissement, à s'endormir le plus rapidement possible, ce qui est un jeu un peu loufoque comme ça. Mais du coup, on a eu des super retours de gens qui disaient, ben voilà, je m'endors en moins de 2 minutes, ou en moins de 3 minutes. En fait, en gros, l'idée, c'est d'entraîner son cerveau à une séquence qui va devenir une sorte d'ancrage, c'est-à-dire un conditionnement associatif. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais si on est attentif à ce qui se passe juste avant de dormir, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même des séquences déjà un peu programmées dans notre cerveau, avec des types de sensations dans le corps, des types d'images, des façons de penser qui commencent à changer. Il y a comme comme s'il y avait un chemin qui était déjà un peu tracé. En fait, ce chemin, on peut déjà le découvrir pour voir qu'est-ce que c'est le bon fonctionnement d'endormissement qu'on a tous, au fond, même quand parfois on le chamboule un peu par nos émotions, des choses comme ça. Et puis venir ensuite l'apprendre de mieux en mieux, se conditionner en fait à passer par ce chemin-là. Ça devient comme une séquence. Et vous savez, avec les enfants, on fait ça. Les parents parfois font ça avec leurs enfants. Ils vont par exemple trouver un petit rituel d'endormissement. Et quand les parents arrivent à mettre ça avec leurs enfants, alors même des enfants en bas âge, ça donne des enfants qui s'endorment très très facilement avec leur rituel. Donc ce rituel, ça peut être une certaine posture, une certaine histoire, puis après une comptine, puis après, enfin, voilà, toute une séquence qui vient conditionner le cerveau à s'endormir. Un adulte peut faire ça aussi. Et du coup, ça fait que avec ces expériences-là, plutôt on les fait juste avant de dormir, justement, on va s'endormir avec l'expérience, mais à chaque fois, on va de mieux en mieux apprendre le chemin jusqu'au moment où on a vraiment la sensation d'avoir un réflexe conditionné pour pouvoir s'endormir. Et on le fait quelles que soient les circonstances. Donc ça, c'est aussi, je pense, intéressant de travailler sur ça. Ça me parle tout à fait et c'est vrai que moi je le conseille systématiquement d'avoir un rituel du coucher. Alors c'est assez rigolo que vous parliez de ça pour les enfants parce qu'effectivement, moi je travaille beaucoup avec Caroline Ferriol qui est consultante spécialiste du sommeil pour les tout petits. Et en fait, c'est ce qu'elle dit systématiquement aux parents et aux familles de créer ce petit rituel. Et puis c'est vraiment un repère pour l'enfant. Ça lui fait comme un sas de sécurité. Et moi, c'est ce que je conseille aussi dans le podcast, et c'est ce que je conseille systématiquement, d'avoir ce temps le soir, à la fois pour se recentrer sur soi, mais aussi pour ouvrir la porte du sommeil. Et effectivement, ce que j'ai découvert à travers l'application Psychonautes avec vous, c'est le fait de le faire juste au moment du coucher. C'est quelque chose que j'avais pas spécialement pris conscience, qu'on avait une espèce de séquence au moment où finalement on coupe la lumière, et puis qu'est-ce qui se passe, dans quelle position on se met, etc. Et je trouve que c'est super intéressant déjà de le découvrir, qu'on a ça, et puis ensuite d'essayer de le reproduire. Alors, moi, à titre personnel, j'ai jamais réussi à le reproduire le soir au coucher, parce que quand je ferme les yeux, je blackout complet. J'ai pas Okay. je n'ai pas ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire cette phase de sommeil lent au début où on se dit est-ce que je dors, est-ce que je dors pas. Mais par contre, je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises sur des temps de sieste, où là, pour le coup, l'éveil étant plus intense, enfin, voilà, moins de mélatonine, moins de tout ça. Là, par contre, je l'ai expérimenté et effectivement, ça fait quelque chose qui se répète systématiquement. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Alors, il y avait aussi quelque chose que vous indiquiez dans le challenge sommeil là, que vous aviez fait, c'était le fait d'avoir physiquement, au niveau du bras, par exemple, de se faire un repère et de se guider soi-même avec la main vers le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ah oui, alors j'ai une anecdote à raconter là-dessus. Quand j'étais ado, j'étais insomniaque pour le coup. Je passais 3-4 heures à m'endormir quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Et c'est une des choses que j'ai fait avec l'auto-hypnose au tout début quand j'ai commencé à maîtriser un peu cette technique-là. Je n'avais même pas fait au début le rapprochement. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en servir pour m'endormir, en fait. Et ça a très bien marché. Ça m'a vraiment réglé mes insomnies. Et donc, j'avais ce petit rituel où je commençais à allonger avec une main en l'air. Donc, en étant allongé, un petit peu au-dessus comme ça. Et j'imaginais que tout doucement, au fur et à mesure que je faisais mon trajet vers le sommeil, la main descendait, avec l'idée que quand la main allait toucher le lit, eh bien, je m'endormirais. Et le but, c'est que, évidemment, je ne sache jamais quand ma main touchait le lit, parce que le lendemain, je me réveillais après avoir bien dormi. Et c'était un rituel que je faisais peut-être sur, je dirais 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Et ça me semblait très très bien, surtout après avoir passé des années à passer des heures à m'endormir. Puis quelques années plus tard, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, à faire beaucoup de consultations. Et puis la question du sommeil, c'est une question assez récurrente. Mais souvent, les gens, quand je leur proposais de pouvoir avoir des rituels comme ça pour s'endormir, on les crée ensemble. Chaque fois, c'est un petit peu sur mesure.
Ça leur plaisait très bien, jusqu'au jour où un jour j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit avec l'hypnose, j'aimerais m'endormir sur commande très rapidement. Bon, moi très rapidement, 7-8 minutes, ça me semblait bien, mais lui, c'était pas assez. Il me dit moi, ce que je veux, c'est ça, dormir. Il avait vu un spectacle d'hypnose et il pensait que c'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, je trouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais parfois, vous savez, quand on est en face d'un client comme ça, on se dit, bon, bah, s'il a la croyance que c'est possible, allons voir ce que ça donne. Et je lui explique le rituel, sauf que je lui explique comme si ça devait aller, comme ça devait aller beaucoup plus vite. Et donc, on fait quelque chose. Alors lui, il mettait la main sur son épaule. Il avait comme un levier où il descendait. Et quand il arrivait au niveau du coude, bah, il s'assoupissait. Sa demande était particulière parce que c'est un homme d'affaires qui avait une vie assez mouvementée. Et lui, son truc, c'était ça. Il me disait, mais il faut que je puisse récupérer dès que j'ai 5 minutes. Et sinon, de toute façon, j'ai pas assez de sommeil pour être bien. Donc, sa métaphore, c'était, je rentre dans l'avion, il faut pas que j'attende qu'il décolle, il faut que je dorme. J'ai un trajet en taxi, il faut que je dorme. Je suis entre deux réunions, si j'ai 5 minutes, il faut que je dorme, même si je suis assis, même si je suis pas dans des bonnes circonstances. Donc, il avait une demande assez précise. Et donc, pendant toute une séance avec lui, on s'entraîne à faire ça, où il descend et il s'endort. Et à la fin de la séance, il s'endort 2-3 fois. Mais ça prenait encore 2-3 minutes et il me dit, ah, c'est bien, je sens qu'on y arrive, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'est trop lent. Et là, moi, il m'a mis devant un défi parce que je savais pas faire ça, en fait. Donc, je me disais, c'est fou. Le type, il arrive déjà en une séance à faire ce que moi, j'arrive pas à faire, c'est-à-dire à le faire en 2-3 minutes. Et en plus, ça lui va pas. Et je raconte cette anecdote parce que quand il est parti, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un client qui connaît pas l'hypnose en 1 heure fasse mieux que ce que j'arrive à faire. Donc, je me suis entraîné toute la semaine avant de le revoir la semaine suivante pour m'endormir le plus vite possible. Et c'est devenu assez amusant parce qu'avec lui, on se faisait des concours d'endormissement en cabinet. C'est comme ça que l'idée était venue. Donc, on se mettait assis face à face, on se regardait, on faisait, bon, allez, le premier qui dort. Et le premier qui dort, évidemment, était réveillé par l'autre. Et après 4-5 séances, ce type-là s'endormait en 20-30 secondes. Et la dernière séance, j'ai même une anecdote assez drôle avec ça. Il me dit, bon, moi, c'est cool dans votre cabinet, mais je suis détendu avec vous, on est au calme et tout ça. Moi, c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est actif. Et donc, on convient qu'il fait 5 pompes, il s'assoit et il doit s'endormir. Donc, il fait le truc, il fait ses 5 pompes, il s'assoit, il me regarde, il fait bye bye et il s'endort. Et donc, on était arrivé à ça. Ce client m'a appris beaucoup de choses, déjà parce que je n'aurais pas pensé, sans l'avoir rencontré, qu'on pouvait aller vers ça. Il m'a obligé à m'entraîner. C'est vraiment fou. Et du coup, quand on a fait des années après le Challenge Sommeil dont vous parliez, c'est ce qu'on a proposé aux gens. On s'est dit, faisons ce défi où on va dire aux gens, vous pouvez vous endormir peut-être très rapidement, très très rapidement. Et on a reçu plein de témoignages de gens qui s'en amusaient, ceux qui ont été jusqu'au bout du truc, des gens qui disaient, mon compagnon m'accompagne le soir, je fais au revoir et puis je m'endors, des trucs un peu improbables comme ça. Ou des gens qui disent, voilà, j'arrive dans un train, en 30 secondes, je m'endors. Et c'était génial de recevoir ces témoignages-là parce que pour beaucoup de gens, ça désacralisait vraiment l'endormissement. Tout d'un coup, c'est un jeu. Et une fois que j'ai appris mon trajet, une fois que j'ai conditionné mon cerveau, et bien en 30 secondes, 1 minute, la plupart des gens arrivent à ce résultat-là et ça devient vraiment ludique, en fait, tout d'un coup. Voilà, c'était une longue anecdote, mais... Ah oui, mais c'est assez extraordinaire, même là, pour les gens qui nous écoutent, de se dire qu'on peut s'endormir sur commande. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire, mais alors, en quelques secondes, forcément. Surtout à n'importe quel moment, parce qu'encore, quand c'est le soir au coucher, qu'on est extrêmement fatigué, qu'on a cette pression de sommeil qui nous accable, on peut se dire, voilà, c'est jouable. Mais c'est vrai qu'à tout moment dans la journée, là, moi, vous me dites ça, je me dis, comment c'est possible? J'ai presque du mal à imaginer. Et justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose. C'est le fait que pour certaines personnes, le fait d'avoir cette injonction de devoir dormir, qu'on se met, si on doit se coucher à telle heure ou qu'on doit se lever à telle heure, etc., ça suscite un tel stress. Et il y a une telle charge émotionnelle derrière ça que finalement, même ce travail-là, donc d'avoir un repère ou de suivre quelque chose d'assez chronologique, ça ne suffit pas, ou ça peut ne pas suffire, parce que ça provoque de la panique. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, d'attaquer la problématique du sommeil avec de l'hypnose pour le sommeil, c'est peut-être parfois contre-productif. Ou en tout cas, ça peut mettre une pression sur les personnes qui souffrent d'insomnie souvent sévère ou chronique. Et je trouve que ça peut être très intéressant de l'approcher un petit peu comme si on contournait le problème et de l'approcher par d'autres modules que vous avez réalisés, et notamment gérer son stress, gérer ses émotions et surtout gérer ses peurs. Il y a vraiment quelque chose là derrière qui est de l'ordre de la peur, en fait, à un moment donné. Et d'ailleurs, je trouve que le module sur les peurs, il est extrêmement bien fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de conseiller ça? Est-ce que vous l'avez un peu aussi imaginé comme ça, de pouvoir
contourner le problème du sommeil parce qu'en l'attaquant de front, c'est juste pas possible. Complètement. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais chez les gens qui ont des grosses insomnies, je parle pas juste des gens qui ont des petites difficultés d'endormissement, il y a souvent des tempéraments qui sont dans l'hypercontrôle, par exemple. Et donc, typiquement, c'est des personnes qui vont vouloir passer par la volonté. Et évidemment, dès qu'on veut mettre de la conscience dans un acte inconscient, qui est de s'endormir, on se met des bâtons dans les roues. Et c'est vrai que en séance, quand on repère qu'il y a un petit peu ces fonctionnements-là avec quelqu'un, on va pas travailler tout de suite sur le sommeil, parce que en effet, la personne va tellement se mettre la pression à la réussite qu'elle va chercher à contrôler consciemment. En fait, elle va être beaucoup trop présente. Là où l'hypnose est justement censée l'aider à ne plus chercher à faire ça justement. Donc, on va passer par autre chose. Et par quoi on va passer souvent, et vous avez tout à fait raison, par un travail personnel un peu différent, notamment sur les peurs. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur de la peur du lâcher prise, s'il y a cette peur-là. Sur les besoins aussi. Et puis même, j'irais sur les conflits internes. Quelquefois, il y a une partie de moi qui veut dormir et puis une autre non. Il y a une partie de moi qui veut dormir puis une autre qui a envie de penser à ce sujet intéressant parce que c'est le bon moment pour y penser. Donc parfois, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Ça permet aux gens d'expérimenter l'hypnose sans la pression du résultat. Donc ils se disent pas je vais bien dormir cette nuit. Ils se disent je vais déjà vivre une expérience et travailler sur moi. Et c'est vrai que quand on apaise les peurs, déjà c'est beaucoup plus tranquille par la suite. Gérer les peurs et gérer les besoins. En fait, il y a les deux à travailler souvent. Quelles sont les peurs derrière le manque de capacité à lâcher prise, à s'endormir, et quels sont les besoins aussi derrière ça. Parfois sur les besoins, on trouve des choses importantes. Oui, c'est vraiment très intéressant. Et puis effectivement, ça évite d'aller sur un terrain qui peut être vraiment mini pour la personne et d'aborder aussi le fonctionnement du cerveau un peu différemment et de se rendre compte que finalement le sommeil, c'est aussi souvent la résultante de quelque chose. Et là, vous évoquiez le lâcher prise, c'est tout à fait ça. Le fait d'abandonner le contrôle dans une société aussi où on attend de nous qu'on soit dans le contrôle permanent, dans l'efficacité permanente. Et parfois, c'est difficile de faire cette rupture le soir au coucher ou même dans la journée. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne pourrait ne pas forcément trouver assez avoir des résultats assez efficaces avec l'auto-hypnose et qui ferait que ce serait plus efficace avec un thérapeute? Finalement, je veux dire, en séance, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui vraiment rencontre des difficultés importantes? Est-ce qu'on part sur l'auto-hypnose, on voit ce que ça donne? Est-ce qu'on vient voir un thérapeute en cabinet pour vraiment avoir des séances spécifiques? Est-ce que les deux sont complémentaires? Comment on peut un peu entamer cette démarche-là, si on ne l'a pas encore fait jusqu'à maintenant? Alors, je pense que ça vaut de toute façon le coup de commencer à tester avec l'auto-hypnose de manière très simple. Et je pense qu'une bonne partie des problèmes peuvent être résolus de cette façon-là. Et puis si ça résiste, si on sent que on n'y arrive pas, ça fonctionne pas, ou temporairement, et ça revient, c'est là que c'est une bonne indication d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner vraiment sur mesure. Parfois, on pense que l'hypnose, on va travailler sur le symptôme. Oui, par exemple, les gens qui veulent arrêter de fumer avec l'hypnose pensent qu'on va travailler sur leur rapport à la cigarette. Et les gens qui ont des problèmes de sommeil pensent qu'on va travailler sur les problèmes de sommeil. Mais justement, dans une séance, on va faire différemment. On va essayer de travailler sur qu'est-ce qui se passe vraiment pour la personne. Et c'est là qu'on fait un vrai travail thérapeutique, pour le coup. On va travailler sur la manière dont la personne s'est construite dans son rapport au sommeil. Donc, potentiellement sur son passé, potentiellement sur ses nœuds émotionnels. Et c'est là qu'un thérapeute va être indiqué parce que seul, on n'ira pas trop dans ces directions-là. C'est pas simple d'y aller. En plus, on n'y pensera pas. On risque de faire un peu de déni ou d'évitement par soi-même. Donc c'est pour ça que dans certains cas, c'est quand même bien d'être accompagné par un professionnel qui va justement nous amener là où on veut pas aller. Il sera peut-être pas, on lui en voudra peut-être un peu sur le coup, mais il nous amènera là où on a besoin d'aller et où ça pique un peu, quelquefois. Je vais prendre un exemple avec ça parce que ça m'est arrivé récemment. C'est une personne qui avait plein d'expériences pour s'endormir, qui évidemment finissait par s'endormir comme tout le monde, mais toujours avec beaucoup de difficultés, qui était passé par l'hypnose, la sophrologie, plein de choses, des accompagnements et tout ça, et qui finissait par avoir une manière de s'endormir avec de la musique, avec des choses comme ça. On finit tous par trouver ses moyens, mais sans trouver aucune solution pérenne. Et dans une séance, j'ai proposé à cette personne de rejouer un petit peu ce qui se passait au moment où elle s'endormait. Et parce qu'elle m'avait dit que juste avant de s'endormir, elle avait parfois des petites accélérations cardiaques. Donc on allait voir ça, et ensuite on a fait une régression sous hypnose pour retrouver l'origine de ces accélérations cardiaques. Et il se trouve qu'en fait il y avait une origine assez précise, une origine de traumatisme pour le coup,
Un jour, cette personne dans un train avait commencé à s'endormir quand elle était jeune, un train de nuit. Et à ce moment-là, la personne qui était juste à côté d'elle, la rangée d'à côté, s'est fait agresser pendant la nuit. Et cette personne a eu l'impression qu'elle allait mourir à ce moment-là. Donc il y avait un traumatisme, il y avait une émotion. Cet événement, la personne avait oublié. Donc évidemment, elle serait pas allée chercher de ce côté-là. En plus, quand cet événement est arrivé, cette personne qui a vraiment eu peur de mourir, bah, elle a eu comme une sacrée grosse émotions qui sont sorties. On a mis plusieurs séances à vraiment travailler dessus. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle un traumatisme, hein, pour le coup. Quelqu'un qui a peur de mourir, il est en face de ça. Et ça, vous voyez, en auto-hypnose, ça serait compliqué de le gérer. Ça serait déjà compliqué d'y aller, ça serait compliqué de le gérer. Donc, parfois, bah, tout simplement, quand on n'y arrive pas avec l'auto-hypnose, c'est qu'il y a autre chose. Il y a autre chose et on ne sait pas toujours quoi. Et je pense que souvent, intuitivement, on sent qu'il y a un gros truc derrière. Alors, c'est une minorité de cas. C'est peut-être, je sais pas, moi, 5% des cas. Mais ce que je dirais simplement aux gens, c'est de tester. Et si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui est quand même assez fort derrière et que c'est pas si simple que ça, c'est là qu'elle est au moins faire une séance déjà avec un professionnel pour voir ce qu'il en résulte. Ça sera de toute façon intéressant. Mmh. Vous disiez tout à l'heure que vous avez du coup créé, votre école, donc c'est l'Arche. Il y a une carte, où on peut trouver des thérapeutes qui ont été formés, dans Oui, dans tout à votre fait. école et pour que, bah, les personnes partout en France puissent se dire: «Ah bah tiens, il y a un thérapeute, vraiment formé comme ça, à côté de chez moi». Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, de spécifique par rapport à vous, aux formations que vous avez, souhaité faire dans cette école et qui ferait la différence entre, bah, un hypnotiseur, formé auprès de l'Arche ou quelqu'un d'autre? Alors, ouais, il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y a trois grandes spécificités. Déjà, on propose des formations sur des cursus qui sont assez longs, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent faire de l'hypnose, mais qui ont eu simplement des initiations à l'hypnose, donc par exemple des coachs qui font de l'hypnose, mais qui ont plutôt une initiation d'une dizaine de jours à l'hypnose ou des choses comme ça. La deuxième chose, c'est que on a créé quelque chose qui est vraiment basé sur les neurosciences et la psychologie cognitive, donc avec une vision scientifique moderne. L'hypnose a longtemps souffert d'archaïsme, de croyances, de mélange avec des choses un peu ésotériques ou des choses comme ça. Et notre envie, ça a vraiment été d'en faire une discipline pragmatique. Donc, on travaille vraiment avec des chercheurs du monde entier, on travaille avec, on fait de la recherche, on lit, on essaie de faire avancer les techniques. Donc, une vision très pragmatique. Et puis, même si un hypno n'est pas un psychothérapeute ou un psychologue, pour nous, c'est aussi très important. Tous les gens qu'on forme ont aussi une formation en psychopathologie, qui leur permet de savoir quelles sont les limites de leur métier aussi. Parce que il y a eu aussi pas mal de problèmes avec des gens voilà, qui touchaient un petit peu à tout sans être formés à tout. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'un hypno, bah, il peut agir sur beaucoup de choses, mais il a aussi des limites qui relèvent de la psychologie clinique ou de la psychiatrie notamment. Et c'est très important qu'il sache mettre ces limites-là. Donc voilà, je pense que c'est trois spécificités qu'on a. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est celles qui me viennent en tout cas en premier. Cursus long, une bonne formation de base en psychopatho pour ne pas aller sur des terrains dangereux, et puis une vision pragmatique scientifique. Mmh, effectivement, ça fait une vraie différence, ouais, complètement. Et du coup, ça me fait penser à une question, alors qui est pas du tout en lien avec le sommeil, avec notre sujet d'aujourd'hui, mais Oui. j'ai quand même envie de vous la poser. Je me suis toujours demandé comment c'était possible, d'opérer des gens sous hypnose. Alors, ça me fait penser là ce que vous dites parce que, on parle de différentes, maladies, puis aussi des limites qu'on peut avoir et ça, Oui. je me dis: «Mais pour moi, ça aurait été une limite infranchissable». On arrive à mettre quelqu'un dans un état de conscience tellement modifié qu'il ne ressent pas le fait qu'il soit en train d'être opéré. Tout à fait, oui, c'est l'anesthésie. Alors, en fait, il ressent quand même qu'il se passe quelque chose. C'est un peu comme chez le dentiste. Quand on a une anesthésie, on sent bien qu'on nous triture la mâchoire quand même. Mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas le signal de la douleur. C'est ça qui est assez fou. On entend beaucoup parler pour les opérations. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. Il faut savoir que ça fait 250 ans hein, que ça existe et peut-être même plus, mais on n'a pas de documentation il y a plus longtemps. Mais il y a 250 ans, il y a des dentistes, il y a des chirurgiens. On a beaucoup, beaucoup d'écrits là-dessus. Il y a un chirurgien qui s'appelait James Esdale. C'est un chirurgien écossais qui a eu plus de 2000 opérations à son compte en hypnose. C'était il y a plus de 200 ans, ça. Il y a eu des hôpitaux qui sont créés autour de ces techniques-là dans le nord de l'Europe. Et ça, c'était dès le XVIIIe siècle avec le travail de Mesmer, Paracels et d'autres hypnotiseurs de l'époque. Donc c'est pas nouveau en fait cette technique-là. Ça fait longtemps qu'on la connaît. Par contre, depuis une cinquantaine d'années, on l'a très fortement améliorée parce qu'avant, on avait des outils d'hypnose un peu rudimentaires. Donc quand ça marchait pas, on savait pas quoi faire. Maintenant, on sait mieux l'adapter. Mais il y a d'autres choses géniales en fait qui découlent de ça. Par exemple, l'accouchement sous hypnose qui permet d'éviter la péridurale et d'éviter la douleur, ce qui est quand même génial parce que c'est une autre expérience pour une femme de pouvoir vivre cette expérience d'accouchement sans la douleur, mais en connexion avec son corps, par exemple. Donc il y a des sages-femmes qui pratiquent ça
Et c'est merveilleux. En fait, ça donne des choses qui sont très différentes dans l'accueil du corps, dans la manière de vivre aussi toutes les étapes. En plus, on s'aperçoit qu'avec l'hypnose, on peut accompagner d'autres choses. Si je continue dans l'exemple de la de l'accouchement avec l'hypnose, eh bien, il y a des suggestions qui vont favoriser la dilatation du col, par exemple, qui vont favoriser le lien avec le papa, qui plein de suggestions qui sont très intéressantes pour créer du contexte. Pour un dentiste, faire des suggestions qui vont limiter la salivation, c'est très intéressant aussi, en plus de l'anesthésie. Enfin voilà, il y a plein de C'est choses qui sont incroyable. intéressantes. Donc parfois on pense pas à toutes les applications métiers. Je pense à ça parce qu'on forme des dentistes en ce moment. Il y a plein d'applications métiers auxquelles les gens peuvent pas penser. Mhm. Euh, et c'est vrai que dans le domaine médical, il y a beaucoup d'études sur la douleur. Hein. C'est le sujet qui a été le plus étudié avec l'hypnose. Il y a plus de 4000 publications scientifiques sur l'hypnose et la douleur aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est très documenté, qui a été très étudié. Et il y a même des choses qu'on soupçonne pas parce que c'est pas facile de les utiliser en milieu. C'est peut-être ce qui est dommage avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de médecins qui se forment à quelques techniques d'hypnose pour leur métier, mais qui au fond ne pratiquent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, on a des pénuries de temps, de médecins même, hein, c'est assez impressionnant. Et par exemple, nous, on a beaucoup de gens qu'on forme qui disent c'est génial, mais j'ai pas le temps de pratiquer. Parce qu'un dentiste qui s'est anesthésié par hypnose, ça lui prend quand même 20 minutes. Et 20 minutes, ça coûte très cher pour un dentiste. Donc, malheureusement, il n'y a pas tant que ça qui le pratique. Mais on espère que ça change avec le temps, ça. Je trouve ça absolument passionnant. Et finalement, j'aurais encore mille et une questions à vous poser, mais je vous propose qu'on aille tout doucement vers la fin de cet échange. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, mais j'avais très envie que vous nous parliez de la Dream Machine. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Vous allez commercialiser d'ici quelques mois, mais je crois que c'est déjà possible d'en précommander une Dream Machine. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. On joue avec la lumière, on vient jouer sur justement les ondes cérébrales. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Finalement, pour qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors c'est un projet moi qui me tient vraiment à cœur. Ça c'est un projet qu'on est vraiment en train de monter. C'est vraiment une start-up qui est basée sur cette technologie-là. Ça vient à la base d'une idée qui est toute simple. Fin des années 50, début des années 60, c'est des artistes qui remarquent que certains effets stroboscopiques leur créent des états de conscience modifiés. Bon, les années 50-60, en termes d'état de conscience modifiés, avec toute la mode du LSD, tous les gens qui écrivaient de la musique sous substance, le début du chamanisme qui a commencé à se propager au monde occidental, c'était une époque où on s'intéressait vraiment à ça. Et du coup, il y a des personnes qui ont remarqué que les effets stroboscopiques pouvaient vraiment leur créer des états de créativité. Euh, faut imaginer en fait toute une génération d'artistes, hein, des gens qu'on connaît encore, Iggy Pop, Kurt Cobain, Aldous Huxley pour les écrivains, et voilà les Beatles, etc. Enfin, il y avait vraiment toute une génération d'artistes qui a essayé cette première Dream Machine, qui à la base était très rudimentaire. En fait, c'était de la lumière avec un effet stroboscopique qui était créé à partir c'était un tourne-disque sur lequel il y avait une lumière et entouré d'un cylindre percé qui tournait assez vite comme ça. Les gens se mettaient devant. Pour ceux que ça intéresse, on trouve des vidéos de l'époque. Et c'est donc un poète qui s'appelait Brian Geising qui a eu cette première idée de Dream Machine. Et du coup, les artistes s'en servaient pour créer, pour composer, notamment beaucoup de musiciens. Et il y avait des gens comme Aldous Huxley qui disaient cette technologie, si on l'améliore, ça pourrait devenir aussi intéressant que la télévision parce que ça crée des expériences oniriques qui sont très belles et beaucoup plus autonomes que des expériences racontées comme un film ou des choses comme ça. Le problème, c'est que la technologie était très rudimentaire à l'époque. Et puis, c'est resté plus une œuvre d'art qu'autre chose. Il y a des gens qui ont continué à s'en servir, mais au fond, c'est vraiment resté une sorte de curiosité. Et on va dire qu'il y a peut-être une douzaine d'années, il y a des médecins qui ont repris ça. Il commençait à y avoir des études sur les effets stroboscopiques et leur action sur les ondes cérébrales, sur le cerveau. Donc, ça a donné l'idée à certains médecins en Autriche de recréer un premier système autour de ça, assez intéressant, mais très onéreux. Donc, finalement, il y a très peu de qui ont eu accès à ça. Et c'est vraiment dommage. Nous, c'est des choses qu'on a pu tester. Forcément, s'intéressant à l'hypnose, on allait voir un petit peu ça. Et puis on s'est dit bon, même en fait là depuis quelques années, on a fait un bond technologique avec les LED, avec les applications, avec tout ça. Et surtout, il y a eu pas mal de publications scientifiques qui ont permis de préciser les intuitions sur les effets stroboscopiques. Donc on s'est dit on va construire une Dream Machine moderne. On a fait un premier prototype, on l'a fait tester à plein de gens. On a eu des résultats assez incroyables de gens qui disaient waouh, j'ai vécu un rêve comme j'en avais jamais vécu. On l'a fait tester à des méditants qui disaient mais c'est fou, j'ai l'impression que ça a démultiplié ma méditation. On l'a fait tester à des gens qui n'arrivaient pas à méditer, tout d'un coup ils se sont dit mais ça y est, j'ai compris ce que c'était la méditation. Du coup on s'est dit ben c'est génial, ça plaît.
on va commercialiser ça, on va en faire une machine tout public cette fois. Donc, on a vraiment travaillé pour réduire les coûts au maximum, pour en faire un truc extrêmement accessible. On l'a appelé la Dream Machine en hommage aux toutes premières Dream Machines des années 60. Et donc, ça va sortir. Alors, au moment où le podcast va être diffusé, je pense qu'il y aura déjà des endroits où on pourra la tester un peu plus facilement, parce qu'aujourd'hui, on n'a que quelques prototypes, on va en avoir bientôt beaucoup plus. Et à partir de septembre 2022, cette Dream Machine sera disponible. Et en effet, on peut déjà la précommander. Euh, En gros, c'est simple, hein, c'est vraiment on a l'impression que c'est une lampe. Euh, cette lampe, elle est pilotée par une application. Au lieu d'être de la lumière normale, c'est vraiment de la lumière pulsée. Donc, ça va vraiment créer des ondes, des fréquences. Et cette lumière pulsée, selon les types de fréquences, elle va avoir une différente action sur notre cerveau. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ces fréquences, elles vont piloter notre cerveau, elles vont influencer, elles vont synchroniser notre cerveau. Donc, par exemple, si on crée des fréquences avec la lumière qui ressemble à celle qu'on a quand on s'endort, eh bien, ça peut être une aide à l'endormissement. Et on peut s'endormir avec la Dream Machine. Si par contre, on crée des ondes qui sont plutôt celles de la créativité, de l'énergie, eh bien, ça va nous amener vers un état d'énergie ou de créativité. Donc, on peut vraiment se créer comme ça c'est des petits programmes, hein, des programmes qui durent de quelques minutes à quelques dizaines de minutes selon l'utilisation. Et on va vivre un voyage mental. Ça va nous amener le bienfait qu'on y recherche. Donc, voilà un petit peu pour une présentation. Mmh. Et là, du coup, par rapport aux précommandes, en fait, où est-ce qu'on peut déjà voir, se renseigner sur la machine, voir à quoi elle ressemble? Parce que moi, par curiosité, j'y suis allée, mais en gros, si on veut être dans cette démarche-là et puis pouvoir acheter ça en automne, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve ça? Alors déjà pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, il y a le Facebook de la Dream Machine. Donc si on tape Dream Machine sur Facebook, pareil sur Instagram, on n'est pas encore très présent, mais ça va se développer. Et puis il y a le site qui est dreammachine.tech où il y a un petit film de présentation. On peut voir déjà à quoi ça ressemble, voir un petit peu ça décrit un petit peu les effets qui sont dessus. Mais surtout, là, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir pas mal d'endroits où on va laisser des Dream Machines pour que les gens puissent les tester. Euh, donc, on mettra une petite section sur notre site avec tous les endroits où on peut tester, vivre l'expérience. C'est vraiment une expérience à vivre, c'est difficile à décrire. C'est bizarre parce qu'en fait, on a les yeux fermés devant la lumière qui pulse. On peut se dire c'est bizarre d'avoir les yeux fermés, mais en fait, les yeux ouverts, ça donne pas d'effet. C'est parce qu'on a les yeux fermés, ça vient stimuler le nerf optique d'une certaine façon. Et on ferme les yeux, on allume le truc, et là on part dans c'est hyper beau, en plus c'est très très visuel, c'est assez étonnant, on voit des couleurs, des fractales, des formes, des effets tunnels, des choses comme ça. Et c'est très difficile de décrire cette expérience. Elle est presque psychotropique cette expérience d'une certaine façon, mais en même temps, si on l'arrête en quelques instants, on revient à notre état de conscience ordinaire. Donc c'est vraiment un truc à tester. On a créé des petits programmes tests pour que les gens découvrent. Et rien que le voyage, en fait, vaut la peine d'être vécu. Rien que pour tester, pour s'amuser, c'est déjà une expérience qui est belle à vivre. Vous parliez tout à l'heure des rêves lucides. Est-ce que, Mhm. est-ce que ça vient faciliter les rêves lucides? Est-ce que ça permet d'en faire directement? Est-ce qu'il faut déjà être dans le sommeil? Enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais enfin, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Oui, Et, oui. je me demandais si c'était possible de tomber dans un espèce de sommeil paradoxal directement, sans être passé par Mhm. les phases préalables, et de pouvoir expérimenter ces rêves lucides. Alors en fait, oui, parce que c'est ce que font les gens qui font des rêves lucides souvent. Ils trouvent un moyen d'atteindre ce rêve paradoxal quasiment immédiat, y compris pendant des petites siestes ou des choses comme ça. D'accord. En fait, la Dream Machine va pas le faire, mais elle va le faciliter. Par contre, il y a des programmes qui seront des programmes de facilitation pour le rêve lucide. L'idée c'est que les gens s'endorment avec, et les fréquences qui vont être proposées sont des fréquences qui rappellent le sommeil paradoxal. Donc c'est vraiment une aide. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux choses que j'ai pas précisées. La Dream Machine, en fait, sur l'appli, quand on va lancer un programme, on aura trois, quatre choix possibles. Premier choix, c'est juste de mettre la lumière. Deuxième choix, c'est de mettre une musique qui est proposée avec. Troisième choix, c'est presque la même chose, sauf qu'on va piocher dans notre playlist une musique qu'on a envie d'écouter avec. Et la musique, elle va amplifier l'expérience parce qu'elle va créer un état émotionnel aussi. Et souvent, en plus, il y a des sortes de synesthésie, c'est-à-dire que la lumière et la musique, on a l'impression que ça joue ensemble. C'est assez étonnant. C'est aussi pour ça qu'on va créer des musiques spécifiques sur les programmes. Mais dernière option, c'est qu'il y aura aussi possibilité dans certains programmes de mettre un accompagnement audio. C'est-à-dire qu'on va ajouter l'hypnose et les effets de la Dream Machine. Et ces accompagnements-là, notamment, il y en a qui sont vraiment destinés à faciliter les rêves lucides. Et là, on met vraiment toutes Donc, les chances de notre côté. rêve lucide, pardon, je me permets de vous couper, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de pouvoir finalement contrôler un petit peu nos rêves et puis devenir acteur volontaire dans nos rêves et de se créer nos rêves en fait finalement. Alors c'est quelque C'est chose ça. avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise personnellement.
je l'ai déjà vécu, mais en fait sans vraiment le vouloir, sans le chercher. Et même là, Oui. avec Psychonautes, ça n'a pas été un exercice très facile pour moi. Mais c'est pour ça que je me disais, si ça peut aider à vivre ce genre d'expérience, ça doit être aussi fabuleux d'aborder le sommeil d'un point de vue un peu différent, un peu plus fun finalement. Ça fait partie des choses qui sont un peu expérimentales. C'est vrai que sur Psychonautes, on a fait un thème sur le rêve lucide. Et c'est vrai, hein, c'est pas un des thèmes les plus simples. C'est un thème qui demande parfois un peu de travail, un peu de persévérance, parce que c'est un état qui est quand même très très particulier. Mais ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup, je trouve, de s'entraîner à ça parce que ça ouvre des portes assez merveilleuses. Et pour la Dream Machine, ça fait partie donc des choses qui sont un peu expérimentales parce qu'on manque de recul tout simplement là-dessus. Nous, c'est des programmes qu'on a commencé à faire tester à quelques personnes. On a fait tester à 2 types de personnes, des gens qui connaissent déjà un peu l'hypnose, auto-hypnose. Et là, on a déjà des beaux résultats, c'est-à-dire des gens qui arrivent à vraiment avoir plus de rêves lucides. Et on l'a fait tester aussi à des gens qui avaient jamais testé ce genre de choses. Et là, on a des résultats qui sont un peu plus mitigés, ce qui nous fait dire que c'est un bon amplificateur, mais que ça fera pas tout le travail. Je dis ça, il faut le prendre avec beaucoup de précaution parce que vraiment, pour l'instant, on l'a fait tester à quelques dizaines de personnes, ce qui est peu hein, pour le coup. C'est pas assez pour avoir un vrai recul. Et en plus, je pense on va améliorer les programmes aussi en expérimentant. En fait, sur la Dream Machine, il y a des choses qu'on connaît bien parce qu'il y a des choses qui ont été très étudiées. Par exemple, s'endormir avec la Dream Machine, avoir des états de créativité, de focus, des choses comme ça c'est assez maîtrisé quelque part. Et puis il y a plein de choses aussi qui sont du domaine de l'expérimentation et de la découverte. C'est une des choses qui nous plaît, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à inventer encore avec la Dream Machine, donc on tâtonne un peu. Donc sur les rêves lucides, je pense qu'on est sur une première phase qui est déjà satisfaisante, mais qu'on va largement améliorer. Et c'est vrai qu'on a très envie de donner des outils de facilitation aux rêves lucides parce que c'est une pratique, je trouve, qui est hyper inspirante. Tous les gens qu'on entend parler sont attirés par ça parce que c'est vrai que ça fait rêver. C'est un jeu de mots, mais ça fait vraiment rêver de pouvoir se dire je rêve. Bah, finalement, je peux faire ce que je veux. Et dans ce rêve, si j'ai envie de m'envoler, je m'envole. Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je le rencontre. Si j'ai envie de revivre une scène de ma vie, je la revis. Si j'ai envie de faire un truc complètement fou et loufoque, je le fais. C'est mon rêve, je suis totalement libre. C'est un terrain de jeu incroyable. Mmh. Eh ben, super, c'est un chouette mot de la fin, de se dire qu'on peut profiter de ces nuits pour faire des choses incroyables et de se sentir Exactement. bien. C'est vrai que là, pour mes auditrices, auditeurs, c'est pas toujours le cas malheureusement et pour l'avoir vécu à titre personnel, c'est loin d'être toujours aussi sympathique. Donc quand on peut apprendre à faire ça, c'est super chouette et je voudrais Mm. terminer aussi sur quelque chose qui me semble super important, c'est le fait de se laisser aussi, de vraiment laisser à l'auto-hypnose sa chance d'une certaine façon et de pratiquer régulièrement. Il y a beaucoup de Ouais. personnes qui me disent, alors que ce soit pour voilà, la cohérence cardiaque, une séance de méditation ou autre, bah, j'ai essayé 1 ou 2 fois, mais c'est pas fait pour moi. Et j'entends Oui, la même chose pour l'auto-hypnose et je trouve ça trop dommage. Et je suis d'ailleurs, d'accord. j'ai lu le livre que vous aviez écrit il y a quelques temps en arrière, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous êtes aussi auteur du coup. Et vous commencez un peu par ça aussi en disant il faut de la régularité et en fait ça s'apprend, c'est de Ouais. l'apprentissage. Et ça me paraît important de le dire parce que souvent on attend des choses, hein, bah, comme vous disiez tout à l'heure, on voudrait claquer des doigts et puis avoir tout de suite. Mais parfois, selon la situation, en plus de là où on démarre, il y a besoin d'un apprentissage et je trouve que l'auto-hypnose fait partie de ça et que c'est bien de le dire et de rentrer dedans comme une grande aventure en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vrai, pour compléter ça, c'est vrai, c'est la même chose en séance. Hein. Parfois, les gens disent, je viens faire une séance d'hypnose. On dit, non, c'est une thérapie. Ça va pas, en une séance, il va pas se passer grand-chose, en fait. Peut-être qu'il y aura des choses, mais en fait, une thérapie, c'est un travail qui va prendre souvent quelques mois. Alors, ça veut pas dire qu'on se voit 2 fois par semaine pendant 6 mois. C'est peut-être 5, 6 séances sur quelques mois, mais c'est un travail. Et ce qui se passe entre les séances est très important aussi. Et c'est vrai aussi pour l'auto-hypnose. Si je prenais une comparaison, ça serait absurde, par exemple, quelqu'un qui dit, tiens, j'ai pris 2 cours de guitare, ça marche pas. On dit, bah, non, comment tu veux apprendre la guitare avec 2 cours de guitare? 2 cours de guitare, tu te fais mal, mais tu sais pas encore jouer de la guitare. Par contre, tu as commencé à faire un chemin et tu as peut-être fait la partie la moins gratifiante du chemin au début en plus. Parce que, alors je prends l'exemple de la guitare, parce qu'avant de faire un morceau un peu sympa, souvent c'est un peu mal au doigt quand même. Et ou si je prenais une autre expérience, c'est le yoga par exemple. On imagine bien qu'on va pas faire les postures incroyables de yoga dès le premier coup. Même quelqu'un d'un peu souple au début va bien voir qu'il a vite une marge de progression et qu'il va devoir apprendre et que c'est ce qui est le plus agréable en plus, c'est les progrès qu'on fait. C'est de pouvoir se dire, mais ben, ça, j'arrivais pas à le faire, maintenant j'arrive à le faire. Et je crois que quelquefois, avec le mental, on a l'impression que ça devrait être immédiat parce que c'est moins physique. Comme si on admettait que notre corps met du temps pour être plus souple, mais on n'admet pas que notre esprit va mettre du temps pour être plus souple aussi.
Et pourtant, si, l'esprit a tout autant besoin de temps pour apprendre la souplesse. Et l'auto-hypnose, c'est un peu le yoga de l'esprit. Et je pense que c'est pareil pour la méditation. Hein. Si je fais 2-3 fois la méditation, ça va pas me servir à grand-chose. Par contre, si j'en fais ne serait-ce que 5 minutes par jour, en un mois ou deux, je vais vraiment vivre une certaine différence dans ma vie. Et c'est vrai que sur Psychonautes, on incite les gens parce qu'on fait des petits lives, des choses comme ça pour maintenir la motivation, parce que c'est ça en fait la clé, c'est maintenir la motivation, s'amuser, découvrir. Sur le sommeil, parfois on a juste envie de dormir et ça se comprend. Mais en fait, expérimenter des choses, apprendre comment fonctionne son inconscient, jouer avec l'auto-hypnose, et puis tout d'un coup on s'endort, mais c'est même plus ce qu'on cherche, ça vient naturellement. Ouais, c'est exactement ça. Eh bien, super. Je vous propose qu'on reste là-dessus. Merci infiniment, Kevin, pour le temps que vous nous avez accordé sur le podcast aujourd'hui. Merci. C'était un vraiment très plaisir. riche. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que vous en avez appris plus sur l'auto-hypnose. Si vous avez envie de découvrir cette pratique, je vous mets le lien de la plateforme Psychonautes dans la description de ce podcast. C'est un lien affilié. Vous allez avoir la possibilité de découvrir Psychonautes pendant 1 mois si vous passez par ce lien. Donc découverte gratuite pendant 4 semaines, ce qui vous permet d'explorer à votre rythme les modules qui vous intéresseront, dont le fameux module sur le sommeil. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à le noter, à le partager ou à le commenter. Merci d'avance et à bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous.